la suite, bon, j'ai été replongé dans d'autres conflits très vite. Et à un moment donné, on a constaté que le service d'action sociale, économique et politique n'existait pas. Puis on a appelé ça soutien aux luttes. Et là, ça voulait dire soutien aux grévistes pendant les conflits, mais aussi campagne de mobilisation. Au début des années 70, il y a eu beaucoup de conflits et beaucoup d'affrontements. Puis c'était il y avait une ambiance de brutalité là, dans les rapports patronaux syndicaux à cause de la présence des SCAB, à cause des injonctions, à cause aussi d'une certaine arrogance patronale qui se croyait tout permis parce qu'il y avait au gouvernement, il sentait qu'il y avait un gouvernement ami. Là. Le Parti libéral, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du rapport Fantus. Le Parti libéral avait demandé comment faire pour faire développer l'économie du Québec. Puis le rapport Fantus, là, ça proposait toutes sortes de restrictions des droits syndicaux. Puis le monde syndical, c'est pas que le gouvernement puis le patronat ne voyaient pas ça comme un allié ou comme une composante sociale. Ils voyaient ça comme un empêchement de tourner en rond, comme un empêchement de... Et ça a exacerbé les affrontements. Et c'est pour ça qu'on a eu, ça a monté là, au début des années 70. C'est pas les syndicats qui ont décidé d'être plus agressifs tout d'un coup. Ils sont devenus parce que la situation était intenable. C'est là qu'on te retrouve notamment à l'occupation du ministère du Travail. Oui, oui. Ça, c'était 2 ans après. Il y a un cumul de grèves incroyable. Et les gens se ramassent là à un moment donné. Oui. Et là, on doit intervenir de façon importante là-dedans. Là. Bien, en fait, moi, je m'occupais en particulier de 2 conflits là, comme soutien. Là. Les gens étaient venus nous voir à la FTQ, nous avaient demandé de les aider. Ça commence souvent par une demande de conférences de presse pour parler de leur situation. Et très vite, on discute de stratégie. Ça m'était arrivé avec les gens de Firestone, qui était la compagnie à Joliette, compagnie de pneus, et aussi les employés de Renault Canada. Renault avait plus d'usine, avait déjà eu une usine. Oui, Renault, bien sûr. À Saint-Bruno. Oui, oui. Mais l'usine était fermée, sauf qu'il restait à Saint-Bruno ce qu'il appelait un magasin de pièces. Il y avait un point commun à tous ces conflits-là qui était unique, c'était la présence de SCAB et d'injonctions qui limitaient le nombre de picteurs. La judiciarisation des conflits, puis les SCAB étaient vraiment des ferments de violence. Tu sais, on avait des affrontements très, très, très durs. Les gens se battaient pour préserver leur travail puis pouvoir négocier librement. Mais ils faisaient face à des bandits là, qui étaient dans la porte, là, des gens à l'intérieur qui prenaient leur job, puis des agents de sécurité dehors qui les brutalisaient. Et des injonctions qui les empêchaient de faire leur travail de sensibilisation puis leur piquetage. Et ça pouvait devenir très violent. Ça devenait très violent dans les faits. Oui. Puis il y en a eu des violences comme ça jusqu'à ce que plus tard, on ait une loi anti-briseur de grève. Oui. Mais disons qu'en 1973, et là, on était en contact, les grévistes, avec la CSN, puis tous les syndicats de la FTQ qui étaient en conflit, on avait des contacts. Puis là, on avait pensé, comme il y avait des injonctions partout qui limitaient le nombre de picteurs, on s'est dit, on va se trouver des moyens de faire des pressions quand même. On échangeait des picteurs. Alors, les gars de Firestone partaient, puis allaient à la Canadienne Gypsum, un syndicat de la CSN, puis ils allaient bloquer les entrées de l'usine, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Mais comme c'était des inconnus, souvent, la police arrivait, puis ils ne pouvaient pas identifier ces gens-là à des gens de l'usine qui brisaient une injonction, parce que ce n'étaient pas des gens de là. Alors, on échangeait des picteurs comme ça, puis à un moment donné, dans ces échanges-là, les liens sont... On discutait de stratégie, on discutait de toutes nos positions communes. Et là a été fomentée l'idée de faire une espèce de regroupement et de réclamer une loi anti-SCAB puis des lois qui permettent un meilleur rapport de force. Et on s'est dit, une bonne façon de le faire, c'est peut-être d'aller coincer le ministre du Travail puis l'exiger, ce qu'on a décidé d'occuper le ministère du Travail. Ici à Montréal? Ici à Montréal, sur Crémazie, ouais. Le ministère était là. Et on a fabriqué un manifeste. Moi, j'ai rédigé un manifeste avec un paquet de grévistes avec qui on échangeait sur son contenu. Et ça s'appelait le Manifeste des grévistes.
Et c'est ça qu'on est allé remettre à Cournoyer, mais au prix de plusieurs heures de souffrance interne. C'était en plein été, puis il faisait très, très chaud. On était 400 grévistes venus d'un peu partout au Québec. On avait envahi le ministère, on avait réussi à pénétrer, à occuper les 2 étages du ministère. Et là, on exigeait d'avoir une rencontre avec Cournoyer. Et c'est les sous-ministres qui étaient là, nous ont dit, écoutez, il ne peut pas, en ce moment, il est en congé, puis il est à l'extérieur, il n'est pas rejoignable. Puis en tout cas, on dit, non, nous autres, on ne part pas tant qu'on ne rencontre pas. Et finalement, ils ont coupé l'aération dans l'immeuble. Ah, mon Dieu. Pour nous... il faisait très, très chaud. Ça devenait un sauna. C'était au mois de juillet. Ils espéraient nous chasser comme ça, mais on a tenu le coup. Puis là, on faisait de la... Il y a quelques 400 grévistes, représentant environ au-delà de 2000 grévistes à travers la province actuellement, qui se sont groupés ici au ministère et qui sont venus vers 10h15 solliciter une entrevue avec vous. Ces grévistes-là, ils sont membres de 15 syndicats locaux, autant de la CSN que de la FTQ. Et leur grève dure depuis des périodes qui varient entre 2 ans et quelques semaines. Il y a des gens qui sont en grève depuis 1 an, d'autres personnes qui sont en grève depuis 2 ans, et certains sont en grève depuis quelques semaines ou quelques jours. Puis là, on faisait de la démocratie directe à tout bout de champ. Bon, quand il y avait une proposition, eux autres, ils nous avaient dit, écoutez, vous nommez une délégation, puis on va vous organiser une rencontre dans quelques jours avec les ministres. Maintenant, là, il y a du nouveau, par exemple. C'est que depuis quelques secondes, on nous fait une proposition, c'est de rencontrer, on nous demande de rencontrer le ministre demain à 11h. Il y a 400 personnes ici qui sont venues de partout. Alors, OK, on va faire part de ça aux grévistes qui sont ici. On les réunissait dans une grande salle, puis on était tous tassés. Il y en a qui étaient montés sur les tables. Puis là, on disait, bon, voici la proposition qu'on nous fait. On est rentrés ici, nous autres, avec l'idée qu'on allait sortir, après avoir présenté notre manifeste au ministre. On ne le fera pas autrement, mais on peut changer d'idée si vous souhaitez qu'on envoie une délégation dans quelques jours. On ne sait pas quand, mais... Là, les gens ont dit non. C'est de la merde, ça. C'est pas vrai qu'on est parti de Québec ou de Trois-Rivières pour venir se faire dire qu'on va envoyer une délégation dans 3-4 jours. Là. Alors, on refusait. Puis chaque décision qu'on prenait, on le prenait tous ensemble comme ça. Alors, et finalement, on a tenu le coup toute la journée. Durant ce temps-là, Louis Laberge, qui était au courant de notre occupation, je l'avais mis dans le coup avant, puis il était d'accord avec nous autres. Lui, il faisait des démarches pour trouver Jean Cournoyer. C'était un gars avec qui il avait des bonnes relations, même s'il n'était pas d'accord avec toutes les décisions du Parti libéral du temps, mais Cournoyer, il avait un bon rapport avec lui. Cournoyer, c'est une bête à part, ça. Oui, c'est un peu une bête à part. Ouais. Laberge, je l'avais connu dans des conflits précédents, puis il avait négocié avec lui souvent, puis il avait trouvé que c'était quelqu'un de fiable. Alors Laberge, il dit, je vais le trouver, moi, Jean Cournoyer. C'est pas vrai qu'il est inatteignable. Puis il a réussi par tous ses contacts à rejoindre Cournoyer, puis il dit, regarde, écoute, les gens, tu vas aller les rencontrer. Il y a 400 personnes là-dedans. Des gens qui subissent des conditions dégueulasses un peu partout, dans des conflits qui s'éternisent. Puis je veux que tu les entendes. Tu feras ce que tu veux après, là, mais il dit, je veux que tu les entendes. Ils méritent ça. Cournoyer avait décidé de venir. Ça a l'air que quelqu'un est allé, les gens de son ministère allaient le faire chercher en hélicoptère, puis il l'avait ramené. Il était quelque part dans le bois, je ne sais pas où. Et il s'est présenté le soir. On était là depuis le matin, nous autres. Il s'est présenté le soir, puis il a rencontré les 400 grévistes. On a tenu une séance de discussion avec lui. C'est à bâton rompu, là. Quand ils m'auront fait ces recommandations-là, je verrai ce que je peux faire avec. Est-ce que vous croyez que c'est possible, oui? Vous me demandez ça d'une façon prématurée. Je ne sais même pas le genre de recommandations les gens vont me faire ou les demandes qu'ils vont faire. Bon, comme je vous ai dit tantôt, je ne suis pas pour donner une réponse avant même. Si je suis venu, c'est parce que je veux être au courant. Parce que pensez-vous que j'aime bien ça, me faire engueuler? Si je suis venu, c'est parce que je veux être au courant. Autrement, je ne serais pas venu, pas en tout. J'aurais dit bonjour, les petits amis. Pépin de la CSN, Laberge était là. Et on a la fameuse scène où Cournoyer promet qu'il va présenter une loi anti-SCAB. Je me suis déjà suffisamment avancé pour vous dire que je suis contre les SCAB
et que les scabs, quand ils sont utilisés justement pour débalancer le rapport de force ou l'équilibre de force dont vous parliez tantôt dans votre mémoire, c'est tout simplement de l'aberration mentale que de penser qu'il y a de l'équilibre des forces quand il y a des scabs qui travaillent à vos places. Bien sûr. C'est vrai. Puisque vous êtes contre les scabs, vous devez être favorable à présenter un projet de loi prohibant aux employeurs qui sont aux prises avec une grève l'embauchage de scabs. Ou vous pouvez être uniquement pour la vertu, comme vous le disiez tantôt, ou vraiment vous êtes contre les scabs. Si vous êtes contre les scabs, vous ne pouvez pas uniquement vous contenter de me dire une déclaration de principe, mais vous êtes prêt aussi à présenter un projet de loi dans ce sens-là. Vous avez raison. Merci. Très bien. Pas d'autres questions? Vous voyez que c'est moi qui est dans le procès, là? Non, mais j'espère que tous les gars qui sont présents se sont rendus compte de l'importance de la déclaration du ministre. Certainement. Moi, je m'en suis rendu compte. C'est une déclaration extrêmement importante. Le ministre du Travail et de la Main-d'œuvre du gouvernement du Québec est contre l'engagement de SCAB pour briser les grèves et même prêt à présenter un projet de législation pour prohiber. Et ça, je trouve ça extrêmement important. Puis laissez-moi vous dire, les gars, là, que l'occupation des bureaux du ministère aujourd'hui, là, si ça n'apporte que ça, ça aurait été un pas de géant. Puis je vous félicite. Et là, vous avez atteint vos objectifs, là, finalement. Oui, mais, bon, dans les faits, c'est pas de même que ça va se passer. Non, dans les faits, il va quand même préparer un projet de loi. Moi, quand Jean Cournoyer dit ça, je crois à Jean Cournoyer. Si tu me poses la question, est-ce que tu penses que le Parti libéral va donner suite à ça? Je te dis non, j'y crois pas. Ouais. Il va le faire circuler dans le monde patronal et dans le monde syndical, mais ça faisait l'affaire de personne. Évidemment, toute forme d'intervention de l'État là-dedans était rejetée par le patronat. Mais pour les syndicats, il y avait tellement de conditions à ça qui limitaient le droit de grève carrément. Tu sais, par exemple, dans son projet de loi, pour que la loi anti-scab s'applique, il fallait que le syndicat se soumette à des votes de grève périodiques décidés par le gouvernement, par un médiateur. Et même s'il n'y a pas de nouvelle offre patronale, il fallait revenir, puis c'était des votes de grève contrôlés par le gouvernement. Alors, il y avait toutes sortes de restrictions qui faisaient que c'était pas acceptable. Alors, finalement, c'est mort ça a été mort-né, là, ça n'a jamais franchi d'autres étapes qu'un projet de loi. Puis ça n'a jamais été présenté en Chambre. C'est revenu plus tard. L'année suivante, finalement, c'est 34 gars qui vont défier la loi puis qui vont faire basculer tout ça. Ça a été un moment très, très important. Pour moi, ça a été très, très important parce que c'est une expérience unique, là. Vous avez fait des revendications aujourd'hui, vous avez fait des représentations aujourd'hui, vous avez passé la journée ici aujourd'hui, dans la grosse chaleur par la tête aujourd'hui, vous avez fait ça aujourd'hui. On est capable vous l'avez fait. Au début des années 70, Louis Laberge commence à être populaire dans les médias. On le voit intervenir un peu partout, notamment, il va atteindre son sommet de la popularité avec le Front commun de 72. Toi, comment tu vis ça? Je trouve que c'est un personnage intéressant à décrire parce que ce gars-là, il venait des syndicats de métier. C'est un ancien machiniste de Canadair. Et il a été très vite un leader dans ce giron-là. Il a été président du Conseil du travail et des métiers de Montréal. Là. Plus tard, il va être président de la FTQ. Mais Laberge était vu dans le mouvement syndical, surtout par les syndicalistes des unions industrielles qui se voulaient un peu plus progressistes, comme un syndicaliste traditionnel, assez conservateur, pas très politisé, mais qui est combatif, ça tout le monde reconnaissait ça, mais assez traditionnel, puis pas trop progressiste. Et plus tard, bon, il devient président de la FTQ, de l'influence de tout le monde, puis là, il se rend compte que les forces les plus vives dans le mouvement syndical, qu'on trouve entre autres au syndicat des métallos, puis au CFP, puis dans plusieurs syndicats industriels,
ils se rendent compte que c'est eux autres là, qui sont en train de monter, pas pour prendre le pouvoir, mais qui sont les plus dynamiques dans le mouvement. Et peu à peu, ils s'éloignent de ces bases traditionnelles, les vieux syndicats de métier, les vieux syndicats du vêtement, sans les renier, parce qu'il va toujours avoir leur appui. Puis ils se rendent compte qu'il faut qu'ils se rapprochent. C'est peut-être une sorte d'opportunisme au départ. Mais moi, j'ai toujours dit, Laberge, ça a peut-être été à l'origine un opportuniste qui s'est rapproché pour se maintenir en poste des gens les plus progressistes, mais il s'est fait prendre au jeu parce qu'il a finalement épousé ces objectifs-là. Il est devenu beaucoup plus nationaliste, progressiste. Il a été davantage en faveur des grandes réformes et il a vite compris que l'action politique des centrales et du mouvement syndical était nécessaire. Alors, moi, quand je l'ai connu, c'était le début du nouveau Laberge. Ça faisait quelques années qu'il avait compris ça puis qu'il se rapprochait. Entre autres, son ennemi, Fernand Daou, devient son secrétaire général. Donc, ils forment un tandem, ils forment une équipe. Ils sont très, très différents l'un de l'autre. Mais très unis. Mais très unis, très loyaux l'un envers l'autre. Mais Daou, c'est un homme loyal, là, au départ. Ah, Daou, au départ, c'est un homme loyal. Laberge, il a peut-être fait des magouilles des fois dans son passé par opportunisme. Mais pendant toute la durée de leur mandat commun, ils ont été très solidaires. Puis je ne peux pas dire qu'il y a eu des coups bas. Il y a peut-être eu quelques petites mesquineries de temps en temps, mais en général, ils se sont soutenus. Et là, tu fais quoi? Là? Tu continues sur la même lancée? Ou... Je continue sur la même lancée. Là, on a changé le nom du service dont on se m'occupe. Là, il y a des grandes mobilisations. C'est à cette époque-là aussi qu'il y a eu la bataille, puis ça, c'était même pan-canadien, de lutte contre les mesures anti-inflation que Trudeau avait adoptées. Ouais. En 1976. Et ça, c'était vraiment une négation du droit à la négociation, parce que on ne pouvait pas s'entendre avec l'employeur sur des conditions qui contrevenaient à la loi sur les... Il y avait un plafond. Un plafond et tout ça. Puis c'était très, très pénible. Mais il y a eu des grands débrayages nationaux, une grève générale. Il a fallu organiser ça. Puis les syndicats embarqués. Les syndicats se mobilisaient facilement. Il y a beaucoup de gens qui ont la nostalgie des années 70 parce qu'il y avait des grandes mobilisations. Mais les grandes mobilisations, c'était aussi des mobilisations défensives. C'était pas juste parce qu'il y avait une idéologie radicale du mouvement syndical. L'idéologie radicale du mouvement syndical découlait de ces affrontements-là davantage qu'elle les précédait. C'est pas parce qu'on était devenus radicaux qu'on avait des affrontements, c'est parce qu'on se faisait imposer des conditions inacceptables. Donc, une décennie, on ne peut plus turbulente où la FTQ devient une structure syndicale de progrès et de lutte. Mais il se passe un phénomène, c'est qu'il y a une récession au début des années 80 et un des moyens contre les syndicats, j'inclus la CSN là-dedans, c'est de revoir son rôle comme intervenant économique. On va aider les industries à survivre de sorte que nous autres, on va continuer à avoir du travail dans une qualité de vie, etc., etc. Les prémices à ça, hein? Oui. Il y a l'expérience de Tricophile. Je sais pas, Tricophile, c'est dans les années 70. Oui. Occupation de l'usine, fermeture de l'usine, réappropriation pour les travailleurs qui font d'abord un deal avec l'employeur. Après ça, ils achètent l'usine, puis c'est une usine autogérée. C'est l'expérience de Tricophile. Ça dure 6-7 ans, là, cette affaire-là, mais à bout de bras, et avec des conditions très, très, très difficiles, puis des grands sacrifices des travailleurs. Grosse précarité. Oui. Pendant la crise, après ça, une des choses que se disent des gens comme Laberge puis d'autres syndicalistes à FTQ, des tentatives de sauver des entreprises, puis de... faut pas laisser ça au seul groupe qui est pris là-dedans. Il faut que ce soit une action collective. D'où est venue l'idée du Fonds de solidarité de la FTQ. On s'est dit, si l'épargne des travailleurs puis leur capacité de regrouper des moyens financiers permet d'investir ou de soutenir des entreprises pour sauver des emplois,
ce ne sera pas les seuls sacrifices d'un groupe de 300, 400, 500 personnes qui vont risquer leur propre salaire puis leur propre avenir juste pour sauver leur entreprise. C'est une activité collective. C'est ça qui était à l'origine. Et l'expérience de Tricophile qui s'est soldée par une fermeture puis beaucoup de difficultés pour les travailleurs qui étaient impliqués, c'est ça que ne voulaient pas répéter les gens qui ont pensé à la création du Fonds de solidarité. Effectivement, c'est le même Jean-Guy Frenette qu'on retrouve. Oui, qui a vécu toute l'expérience de Tricophile du début à la fin. Puis devient un peu l'un des penseurs du Fonds de solidarité. Ouais. Et bien sûr, c'était une entrée dans l'économie, une intervention peu habituelle des syndicats, entrer dans la finance puis jouer le rôle d'un financier. Et ça a inquiété beaucoup de monde. Et moi, j'avoue que j'étais un de ceux qui avaient des doutes sur les conflits d'intérêts possibles ou sur les plis qu'on pourrait prendre. Là. Mais je dois reconnaître aujourd'hui que les effets ont été pas mal bénéfiques, puis qu'il y a eu très peu, semble-t-il, de conflits d'intérêts comme ceux qu'on appréhendait. Et parce que le Fonds est resté dans sa vision de mission de développer de l'emploi stable, de l'emploi rémunérateur et décent pour les travailleurs, et d'en créer, pas seulement en maintenir, mais en créer. On a eu des nouveaux défis à cette époque-là. Il y a eu toute la lutte contre les déréglementations et les privatisations. C'est surtout là-dessus que j'ai travaillé dans les années 80, moi. Alors, on a fait des grandes coalitions aussi pour lutter contre le libre-échange complètement ouvert, sans restriction, sans garantie sociale. On a lutté contre la privatisation des trucs comme Québécois. Puis, mais tu n'étais pas un peu découragé quand tu vois? C'est sûr que c'était moins euphorisant que les batailles qu'on menait dans les années 70, c'est clair. Dans les années 70, on savait que tout était possible, puis on voyait qu'il y avait des progrès possibles. Là, on était plus en mode de sauver les meubles ou d'essayer de protéger les acquis, mais il y avait quand même encore une énergie collective assez grande, puis que ça continue, tu sais. Puis là, tu t'en vas en Afrique pour le CTC. J'ai été là 2 ans. Au retour, on a créé un petit service dont j'ai été le responsable. Le service de solidarité internationale, là, j'ai été là de 90 à 2008, à ma retraite. Ce qu'on a surtout fait, c'est de développer des projets de coopération avec les syndicats en Afrique, en Haïti. Et là, tu as pris ta retraite, la mort dans l'âme? J'étais peut-être un peu fatigué, mais pas la mort dans l'âme, mais avec une grosse nostalgie parce que Mais tu n'as jamais décroché? Non, j'ai jamais décroché. Tout de suite après ma retraite, j'ai accepté de travailler à temps partiel pour les travailleurs canadiens de l'automobile. J'ai fait des communications pour eux, de façon sur demande. Là. Pendant 2 ans, j'ai fait ça. Puis par la suite, j'ai été impliqué dans la création du Centre d'histoire et d'archives du travail qui se veut un promoteur de la préservation de la mémoire du monde syndical, c'est-à-dire la préservation des archives, puis aussi on fait la promotion de la rédaction de l'histoire, de la narration de l'histoire des syndicats, pour qu'il y ait une mémoire des origines et des développements du mouvement. Il faut dire aussi que c'est une structure partenaire avec Férisson, où tu interviens également comme producteur associé. Oui, bien, Férisson, c'est aussi une passion pour moi parce que c'est de la mémoire vive. Hein, ça a un champ d'action très large aussi. Ça ne se limite pas au monde syndical. Évidemment, moi, quand je suis impliqué, c'est souvent avec des syndicalistes, mais j'ai vraiment un grand intérêt pour toute l'expérience de Férisson. André, tu es connu dans le milieu comme quelqu'un qui rend service. On est mal pris, on va te voir, puis tu es toujours le premier à vouloir nous aider. Tu as une fidélité dans tes relations avec tes amis, tu es là. Je ne me suis jamais perçu comme ça. Moi, j'ai agi
par passion, par solidarité aussi, parce que quand il y avait autour de moi plein de gens qui étaient très, très, très engagés, qui s'investissaient beaucoup, je ne pouvais pas faire autrement que de faire comme eux, puis y apporter une contribution. Ça m'a mis en présence d'une foule de personnes très riches que j'avais un grand plaisir à épauler, puis à coudoyer, puis j'avais un grand plaisir à mettre la main à la même pâte qu'eux. C'est un peu ça que je retiens, plutôt que les regrets des choses que j'ai mal faites. André Leclerc, merci beaucoup, c'était très agréable. Mais c'est réciproque.